matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, donc je suis très heureuse de recevoir Christian Gérondeau. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, haut fonctionnaire, vous avez écrit ingénieur polytechnicien, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la question environnementale, la religion écologiste aux éditions L'Artilleur, le climat par les chiffres et aujourd'hui, climat, tout ça pour rien. C'est votre rapport, le rapport Gérondeau, toujours aux éditions L'Artilleur. Climat, tout ça pour rien, un livre qui visiblement n'est pas le bienvenu sur certains plateaux et dans certaines paroles publiques. Et je vous propose, avant qu'on aille sur le fond, qu'on écoute Adèle Van Riet, patronne de France Inter, entre parenthèses campagne de Raphaël Enthoven, qui indique que ceux qui contestent le fait même du réchauffement climatique ne seront pas invités par Radio France. C'est une question de principe et d'engagement moral. Écoutez ça. En tant que service public, il y a certaines valeurs qui sont toutes au service de l'intérêt général, puisque nous sommes une radio publique, donc on se doit de servir l'intérêt général. Dans le cadre de cette mission, nous avons choisi, mais c'est Radio France, en ce qui concerne par exemple le réchauffement climatique et la cause écologique, de ne pas donner la parole à des personnes qui contesteraient le fait même du réchauffement climatique. C'est un engagement. C'est un engagement de Radio France au nom d'une valeur qui est à la hauteur de la mission qu'on doit accomplir. Oui, et même chose d'ailleurs à France Télévisions. Du blacklisting de personnes en particulier. Je pense qu'on a pris les mêmes précautions pendant le Covid, évidemment. Par ailleurs, ces polémiques-là, pour le coup, c'est devenu mon quotidien, sont complètement déconnectées de la manière que nous avons de faire la radio et tout le monde est le bienvenu sur France Inter. J'adore parce que, alors tout le monde est le bienvenu, mais sauf ceux qui disent ça, ceux qui disent ça et ceux qui disent ça. Donc ceux qui contesteraient le principe du réchauffement climatique ou alors la main de l'homme dans ce réchauffement climatique. Et puis évidemment, on a la petite phrase, on a pris les mêmes précautions pendant le Covid. Voilà. Et ça, c'est une question d'intérêt public. Christian Gérondeau, avant de commencer à parler du fond de votre livre, comment vous réagissez à cet intérêt public ? Écoutez, d'abord, c'est une contradiction avec tout simplement la liberté. Vous savez, il y a un auteur anglais qui s'appelle George Orwell et qui disait « La liberté, c'est quand on a le droit de dire que 2 plus 2 font 4 ». Bon, manifestement, là, on n'a pas le droit, et d'autant plus qu'il y a une ambiguïté sur le réchauffement climatique, ambiguïté que vous avez soulignée vous-même. Il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Est-ce qu'il y a un réchauffement ? Oui, personne ne conteste qu'il y a un réchauffement. Ce que certains contestent, c'est que ce réchauffement soit dû aux activités humaines. Parce que des réchauffements, il y en a toujours eu dans l'histoire. Par exemple, aux alentours de l'an 1000, il y a eu un réchauffement de la planète et c'est grâce à cette époque où les récoltes étaient abondantes qu'on a pu construire nos cathédrales. Et que les Vikings se sont installés au Groenland où ils sont restés 3 siècles. Parce que le Groenland était vert, ça voulait dire Greenland. Donc, il y a toujours eu un réchauffement et on ne conteste pas le réchauffement. Ce qui peut être mis en question, c'est la cause du réchauffement. Est-ce qu'elle est naturelle, ce qui est très probable, ou est-ce qu'elle est due aux activités humaines ? Et il y a une ambiguïté dans la représentante de France Info ou de France Inter qui a pris la parole. Elle a dit « on n'accepte pas ceux qui contestent le réchauffement ». C'est pas vrai. Ce qu'elle n'accepte pas, c'est ceux qui contestent que ce réchauffement soit dû à l'homme. Et c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Et alors, vous, justement, vous partez de là. Je tiens à préciser que vous avez d'abord un petit avant-propos de Henri Proglio, Henri Proglio, qui est quand même l'ancien président d'EDF, qui sait de quoi il parle. Et alors, il parle évidemment de la rigueur de votre raisonnement, et on va y revenir, et vos chiffres, évidemment, mais de votre rapport au bon sens et à la raison. Contrairement, dit-il, à la pensée dominante. Lui-même parle de pensée dominante, quand même, ancien président d'EDF, pour ne pas évoquer le politiquement correct. Donc voilà, il dit nous partons dans des contre-vérités, des désinformations, mais ce sont eux finalement les contre-vérités et les désinformations. En réalité, l'humanité, je dis bien l'humanité, est victime d'un sophisme, mais qui est le plus grand sophisme que l'humanité ait jamais connu par ses conséquences. C'est ce que vous dites, oui. Alors, quel est ce sophisme ? Sophisme, c'est très simple, c'est toujours en 2 parties, un sophisme. Première partie, la Terre se réchauffe, c'est dû aux activités humaines, et notamment aux émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on utilise des énergies fossiles. Ça, c'est la première partie du sophisme. La deuxième partie, c'est il suffit de supprimer ces émissions,
donc de ne plus utiliser d'énergie fossile, et tout revient dans l'ordre. Alors pourquoi est-ce que... Alors ça a l'air très logique, et je comprends que tout le monde, y compris les chefs d'État, y compris les chefs d'industrie, soit victime de ce sophisme. Le sophisme, c'est la chaleur est due aux activités humaines, supprimons ces activités humaines, il n'y aura plus de réchauffement. Sauf que, et là c'est tout votre livre, et surtout, je tiens à le préciser avant que vous ne dérouilliez, vos sources, c'est le GIEC lui-même. Le GIEC lui-même casse en fait ce sophisme. Alors, allez-y, on vous absolument, écoute. le GIEC dit la Terre se réchauffe, si on arrête les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de CO2, le réchauffement s'arrêtera. Pourquoi est-ce que c'est un sophisme? C'est parce que le problème est pris à l'envers. En réalité, la première question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce qu'on peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de CO2? Est-ce qu'on peut se passer des énergies fossiles, en 2 mots? Et la réponse est non. Elle est non. Pourquoi? Parce que la réponse ne dépend pas de nous, les pays développés, et ne dépend en particulier pas de l'Europe. Nous pouvons faire tous les efforts que nous voulons. L'Europe, c'est 8%. C'est même pas 1 sur 10, 1/10 des émissions mondiales de CO2, 1/10 de l'usage des énergies fossiles. Et l'essentiel, la grande majorité, c'est le fait des pays en voie de développement. Alors, il suffit de leur poser la question à eux. Vous allez demander au Premier ministre de l'Inde, qui vient d'ouvrir 108 mines nouvelles de charbon et de construire des centrales à charbon par centaines, vous allez lui demander s'il va arrêter. Il vous fait, excusez-moi, il vous fait un bras d'honneur. Il dit, moi j'ai 1,5 milliard d'habitants, et chaque année, il y a 1 million de jeunes qui meurent parce qu'ils vivent dans la plus grande pauvreté, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas accès, bien sûr, à l'essence, etc. Ils vivent dans la pauvreté, et moi, je veux qu'ils sortent de la pauvreté, et je veux que le million de jeunes Indiens qui meurent chaque année ne meurent plus. Et pour ça, il faut de l'énergie. Donc, vous pouvez toujours me demander de réduire mes émissions, je ne le ferai pas. Et le Premier ministre de l'Inde, il n'est pas le seul, parce que le Chinois, les Africains, ils vous disent tous la même chose. Et ils l'écrivent, parce qu'ils sont obligés chaque année de communiquer leurs prévisions. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que les prévisions d'émissions, les prévisions donc de recours au pétrole, au charbon, au gaz naturel de ces pays vont augmenter. Les émissions vont augmenter. Et c'est pour ça que c'est un sophisme, parce qu'on a pris le problème à l'envers. On n'a pas commencé par se demander est-ce que ce serait possible qu'on utilise moins d'énergie fossile? On a la réponse. Encore une fois, tous les pays communiquent à l'Agence internationale de l'énergie leurs prévisions. Et quand on fait la somme de ces prévisions, on se voit que ces énergies vont augmenter, et on ne les fera pas changer d'avis. Et ils ont raison, parce qu'ils veulent sortir de la pauvreté. Donc à partir de ce moment-là, on voit bien que plus rien ne tient. Puisqu'on ne peut pas réduire les émissions mondiales de CO2, à quoi ça sert de dire c'est la responsabilité de l'homme, donc il faut réduire les émissions de CO2? On ne peut pas les réduire. Et voilà. Et même ces émissions de CO2 ne participent pas forcément, mais ça c'est une autre réflexion, au réchauffement. Ah oui, là, alors, si vous voulez, à partir du moment où on prend conscience de la réalité, ce que ne fait pas le GIEC, qui n'arrête pas de dire il faut supprimer les émissions de CO2, alors qu'on sait parfaitement qu'elles vont augmenter. Alors, à partir du moment où on voit que les émissions de CO2 vont soit être stabilisées, soit augmenter, on peut ouvrir le dossier et se dire, mais alors c'est vraiment elles qui sont responsables du réchauffement climatique? On peut ouvrir le dossier, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de l'ouvrir. Oui. Parce que si vous ouvrez le dossier, vous êtes interdit de passer, on l'a entendu, sur Radio France, sur les radios de Radio France. Donc, le problème a été pris à l'envers. C'est le plus grand sophisme qu'on ait jamais connu, parce que les conséquences sont gigantesques. Donc, à la place de sophisme, pour être clair, on pourrait dire mensonge. Oui, on peut dire mensonge, mais alors là, ça pose un problème très curieux. Est-ce que les gens qui nous disent des contre-vérités, je parle des gens du GIEC qui disent et qui écrivent il faut supprimer les émissions de CO2, ces gens-là, est-ce qu'ils savent que ces émissions vont augmenter, ce que dit l'Agence internationale de l'énergie? Parce que, encore une fois, ce n'est pas une invention, c'est la somme des prévisions de tous les pays. Eh bien, ces gens-là, est-ce qu'ils mentent? Alors, je pense que je vais vous étonner peut-être. Ils ne sont pas
de mauvaise foi. Mais ils ne sont pas de bonne foi, ils sont de foi. Pour eux, c'est une religion. La religion, c'est que l'homme est mauvais. Qu'est-ce que l'homme produit? L'homme produit du CO2, donc le CO2 est mauvais. Ça ne va pas plus loin. Parce que quand on les met en face des chiffres, ils répondent rien. Ils n'ont rien à répondre. Et ils ne croient pas aux chiffres. Ils ne croient pas aux prévisions que leur donnent les pays en voie de développement. On sait exactement combien il y a de centrales à charbon en construction. On sait combien il va y avoir d'avions et de voitures. Et on sait que tous ces pays, heureusement, vont se développer et que pour se développer, il leur faut de l'énergie. Et que donc, ils utiliseront le pétrole, le charbon. Alors, donc, on est dans une situation où les gens qui sont en charge du dossier, je pense à ceux du GIEC et des Nations Unies, parce qu'il faut bien voir que le GIEC, c'est les Nations Unies en réalité. Ces gens, est-ce qu'ils mentent? De bonne foi, j'en sais rien, mais ils mentent parce qu'ils nous disent, vous pouvez supprimer vos émissions de CO2, et c'est entièrement faux. Même si l'Europe arrivait, ce qui n'est pas vrai, mais arrivait à les supprimer, c'est plus l'Europe qui est responsable du dossier. L'Europe, c'est 8%, et les pays en développement, c'est l'essentiel. Et eux, ils ne renonceront jamais aux énergies parce que c'est une question de vie ou de mort pour leur population. Ça, c'est clair. Alors, vous parlez finalement d'une forme de dogmatisme, de religion, de cette vision des choses, on va dire, écologiste. On peut l'appeler comme ça, mais après, évidemment, on peut revenir sur ce que c'est la véritable écologie. Mais ce n'est pas le sujet du jour. En revanche, derrière ceux qui peuvent être de bonne foi, comme vous dites, pourquoi pas, on peut leur prêter ça. Il y a tout de même des intérêts financiers, vous le rappelez, hein. Alors qu'on est aujourd'hui quand même dans une situation désespérée, on en parlait avec Guy de Lafortelle juste avant, au niveau de notre dette, eh bien, on voit que le coût de la transition écologique est immense, 40 milliards pour 2024 et évidemment les années précédentes, 40 milliards d'euros pour amorcer cette transition écologique, enfin amorcer ou continuer cette transition écologique, qui est un leurre. Alors en réalité, ces 40 milliards, ce n'est qu'une partie du coût. Et bien sûr. C'est la somme officielle qui figure au budget de la France de 2024. Ce sont des crédits que nous payons, nous, en tant que contribuables, et qui sont annoncés par le Premier ministre lui-même dans son discours. C'est un chiffre que personne ne discute. Donc nous consacrons 40 milliards d'euros chaque année, en tout cas en 2024, à des dépenses pour faciliter la transition écologique. C'est comme ça que ça s'appelle. Ces dépenses ne servent à rien, puisque ce n'est pas nous qui avons la solution, c'est les pays en voie de développement. Tout ce que nous faisons pour les voitures électriques, pour l'isolation des bâtiments, pour l'agriculture, tout ce que nous faisons ne sert à rien et ça représente 40 milliards. Alors vous avez, au cours de l'émission précédente, évoqué le fait que le gouvernement était à la recherche d'1 milliard, mais même de 10 milliards. Mais on les a. Cet argent, les 40 milliards que nous dépensons pour la transition écologique, ne servent rigoureusement à rien, puisque l'Europe elle-même ne représente pas 1/10 des émissions mondiales. Je ne parle pas de la France n'est même pas 1/100 des émissions mondiales. Donc nous avons une réserve fabuleuse. Alors attendez, le passage aux voitures électriques pour 2035, ça servirait à rien ? Mais absolument à rien, puisque ce n'est pas nous qui avons la responsabilité du dossier. Nous représentons, arrêtons de rêver, l'Europe c'est 400 et quelques millions d'habitants, la planète a 8 milliards d'habitants. C'est plus nous qui comptons. Donc nous, on se flagelle pour rien. On gâche notre argent pour rien, l'argent du contribuable. Il y a 40 milliards d'euros d'économies disponibles. Arrêtons. Et alors? Oui, mais alors pour rien, c'est pardon, mais alors soyons un petit peu, allons jusqu'au bout du machin. Il y a bien des gens les industries de l'éolienne, l'industrie de la voiture électrique, il y a mais attendez. Il y a bien des gens que ça intéresse. Mais bien entendu, mais ça c'est venu après. Oui. Si vous voulez, tout ça remonte à Rio de Janeiro il y a 31 ans. C'est là où il y a eu la première réunion mondiale où on a dit il faut que l'homme batte sa coulpe, l'homme est coupable, il faut qu'il arrête de se servir des énergies fossiles. Ça remonte à 31 ans. Mais
il y a des industriels ensuite ils ont suivi et puis ils ont gagné de l'argent, tant mieux pour eux, mais il y en a qui perdent de l'argent. Bah oui. Vous me parlez de la voiture électrique. Les constructeurs de toute l'Europe ont dépensé 250 milliards pour passer à la voiture électrique. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui en 2024 ? C'est qu'il n'y a pas d'acheteurs pour les voitures électriques, parce que les voitures électriques, c'est un non-sens. C'est beaucoup plus lourd, il y a une batterie de 300 kilos en moyenne, il y a une autonomie réduite, et sur les autoroutes, les jours de grand départ, on ne saurait même pas les recharger. Donc c'est un non-sens. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a des tas de gens intelligents chez les constructeurs automobiles, mais ils n'ont pas vu ça. Ils ont été victimes du sophisme qui a fait croire à tout le monde que c'était nous qui étions responsables du changement climatique, nous les Européens, alors qu'on ne représente pratiquement rien. Alors, Ce sont les... Oui. Quand on continue justement votre réflexion, on va jusqu'à comprendre que ce leurre, si vous voulez, ce mensonge, ce dogme, nous pousse nous-mêmes à perdre nos avantages. Notre souveraineté énergétique notamment, qui était remarquable en France, et vous le rappelez, avec les centrales nucléaires. Vous présentez des schémas où vous montrez bien que aujourd'hui, en fait, on s'en sortirait beaucoup mieux en conservant tout simplement notre patrimoine, nos centrales, plutôt qu'en développant tout ce système d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques et de ces nouveaux réacteurs nucléaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça ? Oh, mais là, il s'agit d'électricité. Et alors là, on est vraiment dans un monde, je ne sais pas comment le qualifier, mais enfin, je pense que le monde de fou, l'expression serait valable. Pourquoi ? Parce que, d'abord, notre consommation d'électricité en France et en Europe diminue. Chaque année, elle diminue. Ça, c'est ce que vous mettez. Si vous faites un sondage d'opinion parmi les dirigeants, ils vous répondront tous, elle va augmenter. Bien sûr. C'est faux. C'est faux. Eh bien oui. Mais comment vous l'expliquez que ça diminue ? Écoutez, quand vous remplacez des ampoules qui consomment beaucoup d'électricité par des ampoules LED qui en consomment 10 fois moins, vous retrouvez le résultat à la fin. Et puis, je sais pas, vous construisez un nouveau métro, son moteur est plus efficace que celui de l'ancien métro. On fait des progrès partout. Et on le demande tous les jours à la télévision, réduisez votre consommation. Oui, le résultat est là. Mais vous croyez que c'est parce qu'on arrête de cuire les pâtes une minute de moins qu'on fait vraiment des économies comme nous demande le gouvernement ? Quelle que soit la cause, le résultat est là, la consommation diminue et tout le monde croit qu'elle augmente. Et les programmes officiels sont faits en fonction de presque un doublement de la consommation qui, soi-disant, arriverait dans les années à venir. Alors, à partir du moment où vous avez des prévisions qui disent que la consommation va pratiquement doubler, vous justifiez des éoliennes, vous justifiez des panneaux photovoltaïques, vous justifiez même de nouveaux réacteurs dont on n'a aucun besoin. On n'a même pas besoin de nouveaux réacteurs. Puisque les nouveaux réacteurs que nous a promis Emmanuel Macron, c'est encore une fois, même ça, en fait, il suffirait de savoir exploiter ce qu'on a, c'est ce que vous nous expliquez. Mais on est le premier exportateur mondial d'électricité grâce aux 56 réacteurs que nous ont laissés nos prédécesseurs. Oui, mais ces dernières années, là, vous avez bien vu, l'année dernière, on était dans une période de déficit d'électricité. L'année dernière, il y a eu la conjonction de deux événements exceptionnels. Il y a eu l'arrêt du gaz russe en Allemagne, parce que vous savez que le pipeline qui était au fond, le gazoduc qui était au fond de la mer Baltique a été saboté, et donc le gaz russe n'arrive plus en Allemagne. Et il y a eu des crainte de fuite, pas de fuite, mais enfin d'incidents sur nos centrales nucléaires. On les a toutes remises en état, c'est fini. Et l'année 2023, l'année dernière, nous sommes redevenus le premier exportateur mondial d'électricité. On en a trop. Alors, si on le vend à l'étranger et que ça nous rapporte de l'argent, tant mieux. Mais arrêtons de dire qu'on va en manquer. Or, tout est fait en nous expliquant qu'on va manquer d'électricité. Eh bien, on se ruine. On se ruine parce que là, c'est des dizaines de milliards d'euros qu'il faut dépenser pour faire des éoliennes, pour faire des panneaux voltaïques, pour faire en mer, vous savez, les éoliennes en mer. Offshore, qui détruisent notre paysage.
et même pour faire des nouveaux réacteurs nucléaires dont on n'a aucun besoin. Oui. On n'en a aucun besoin parce que les réacteurs, il suffit, vous savez, c'est du béton armé. Le béton armé, ça ne bouge pas beaucoup. Alors, à l'intérieur, il y a des appareillages qu'il faut renouveler tous les 20 ans. Ça s'appelle le carénage, on appelle ça le grand carénage. Et une fois qu'on les a renouvelés, c'est reparti pour 20, 30 ou 40 ans. Oui. Aux États-Unis, les réacteurs dont en France, on nous a dit pendant des années qu'on ne peut pas dépasser 40 ans de vie, aux États-Unis, les mêmes réacteurs, ils sont déjà à 80 ans et on va les porter à 100 ans, puis après on les portera à 120 ans. Il suffit de les entretenir. Donc, on a cette chance folle d'avoir ces 56 réacteurs et qui nous ont été légués par des gens remarquables. Oui. Ça remonte à l'époque de Pierre Messmer, de Giscard d'Estaing, et des ingénieurs absolument remarquables. Donc, on n'a besoin de rien. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « Climat, tout ça pour rien ». Tout l'argent que nous dépensons, c'est pour rien. Oui. Et isoler les logements, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse d'isoler les logements en France sur le climat de la planète, en sachant que les émissions, elles viennent de l'Inde, de la Chine ou d'ailleurs, et que nous, on est complètement minoritaires. Ça ne sert à rien. Alors, c'est une révolution, et une révolution heureuse le jour où on en aura pris conscience. Parce que vous voyez, les 40 milliards que nous consacrons pour rien à ce qu'on appelle la transition écologique ou énergétique, eh bien, ça couvrerait très largement l'argent dont nous sommes déficitaires pour notre budget. Mais bien sûr. Alors, on serait riche. Christian Girondeau, justement, ma dernière question, 40 milliards, c'est énorme. Et encore, vous le dites, c'est vraiment l'enveloppe, le titre de l'enveloppe. Mais en fait, il y a tous les autres fonds qu'on ne voit pas forcément là et qui sont orientés vers une transition écologique dans toutes les entreprises, etc. Mais alors, pourquoi font-ils ça? Pourquoi notre gouvernement nous écrase avec ces transitions, tue, asphyxie ces Français pour cela, si ça ne sert absolument à rien? Parce qu'ils sont victimes, tout le monde est victime du sophisme dont j'ai parlé tout à l'heure. L'homme est responsable, il émet du CO2. S'il arrête d'émettre du CO2, la température de la Terre n'augmentera pas. C'est un sophisme, je le répète, parce que l'homme va continuer à utiliser le pétrole, le charbon, le gaz naturel tout au long de ce siècle, du 21e siècle, et les émissions ne diminueront jamais. Ça ne dépend plus de nous. C'est ce sophisme qui explique que les gens qui prennent ces décisions absurdes sont de bonne foi, parce qu'ils sont victimes d'un sophisme. Je pense que pour les philosophes, ce sera un beau thème de réflexion. Oui, ça c'est certain. En tout cas, c'est une bonne nouvelle finalement que vous nous révélez là, Christian Girondeau. C'est une bonne nouvelle. Si quelqu'un de sensé avait votre livre entre les mains, eh bien, ça nous permettrait peut-être de nous sortir du gouffre financier dans lequel nous sommes. Tout à fait. Nous dépensons des fortunes pour rien en croyant que nous allons sauver la planète. C'est le sophisme, je ne dirais même pas du siècle, c'est le sophisme de l'histoire. Oui. Jamais on a eu un raisonnement faux. Le sophisme est un raisonnement faux avec des conséquences aussi graves, pour ne pas dire dramatiques. Oui. Alors, justement, au sujet de votre combat maintenant pour vous faire entendre, on voit que quand même Henri Proglio prend la parole pour porter, supporter et défendre votre livre et votre bon sens. Mais face à cela, on sait également, et puis d'autres, hein, Loïc Le Floch-Prigent, etc., que nous on a déjà reçu. Aujourd'hui, c'est un véritable combat aussi pour faire entendre cette parole. En parlant de ça, il y a d'ailleurs une déclaration que je vais retrouver, que je n'ai pas sous les yeux, mais je vais retrouver, que vous avez signée avec 1609 scientifiques en tout qui ont signé le 14 août 2023, scientifiques et professionnels du monde entier, et notamment du monde scientifique, qui ont signé une déclaration, le Global Climate Intelligence Group, voilà, qui remet en question cette urgence climatique. Est-ce que vous pensez que ce combat pour le moment, votre combat déjà pour le débat et pour faire entendre ce que vous nous dites, est-ce que vous pensez que ce combat-là est en train de gagner du terrain aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression d'être mieux entendu ou plutôt moins bien?
Je pense que les choses vont changer très vite. Et il y a au moins un facteur qui va les faire changer, c'est la voiture électrique. Les acheteurs de voitures n'en veulent pas, sauf une minorité. Et ils ont raison de ne pas en vouloir, c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup moins efficace. Et les constructeurs automobiles eux-mêmes n'ont pas compris ça. Ils sont tombés dans le panneau parce qu'ils ont été victimes de ce sophisme. Le sophisme, il faut qu'on réduise nos émissions. Entre parenthèses d'ailleurs, dans la majeure partie du monde, l'électricité est fabriquée avec du charbon. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une voiture électrique qu'il y aura moins d'émissions. Mais ce n'est pas là le sujet. Oui. Le sujet, c'est que la réalité va revenir et que les constructeurs sont plus ou moins, mais peut-être plus que moins, en train de réaliser que la voiture électrique pour tout le monde, c'est une impossibilité. Et donc, il faut qu'ils reviennent aux voitures essence et aux voitures diesel. Et ça fera basculer les opinions. Et il y a un deuxième facteur qui rejoint votre émission précédente, qui va tout changer. C'est qu'on ne peut pas payer tout ce qu'il faudrait faire, tout ce que nous demandent les écologistes. Je vous dis, on en dépense déjà 40 milliards en France, mais si on suit toutes leurs dépenses, ce n'est pas 40, ça va être bientôt 60, 80, 100 milliards. Et on ne les a pas. Donc, cette transition écologique, non seulement ne sert à rien, mais surtout, on ne pourra pas la financer. Donc, ces deux facteurs, ce qui se passe pour les constructeurs automobiles et ce qui se passe pour les budgets de tous les pays européens, qui ne pourront pas financer ces dépenses, expliquent que les choses vont tourner peut-être plus vite que ce qu'on peut imaginer. Eh bien, merci beaucoup Christian Girondeau. On entend que finalement le retour à la réalité économique de certaines industries, notamment celle de la voiture, nous permettra ce retour à la réalité écologique dont on a bien besoin, ce bon sens aussi que vous rappelez dans votre rapport. Girondeau, merci encore. Climat, tout ça pour rien, c'est votre ouvrage aux éditions L'Artilleur, excellente édition L'Artilleur. Merci encore, voilà, et on va le mettre à l'image évidemment et vous aurez toutes les références sur notre site. Merci encore Christian Girondeau, merci à vous tous chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Vous étiez nombreux aujourd'hui, mais il faut nous mettre des pouces, des likes jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette émission. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous vous abonnez maintenant et tout de suite. Mais je suis sûre ici que ce matin vous l'êtes tous, donc vous pouvez aussi passer des coups de téléphone autour de vous pour faire monter notre abonnement, pour qu'on soit toujours plus important, pour qu'on entende toujours un peu plus de Christian Girondeau, de Marguerite Stern et puis tous nos autres invités qui ont des paroles dissonantes. Merci à vous tous, je vous dis à demain. Demain, très très grosse émission avec Police Justice. On va parler notamment de liberté d'expression.